Aujourd'hui, je vais te parler de ma vie à Berlin à travers une FAQ. Si tu ne me connais pas, je suis Elodie du blog Mémoire Pleine, donc consacrée à l'expatriation et à la féminité. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience de la vie à Berlin où j'habite depuis fin 2017. Allez, c'est parti. Alors, j'avais une première question, les quartiers que tu conseilles pour vivre à Berlin. Alors, c'est très subjectif, mais du coup, puisque vous me posez la question, je vous réponds. J'aime beaucoup l'est de la ville. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Berlin a été très marqué par le mur, et donc ça se ressent vachement dans l'atmosphère. En gros, à l'ouest, j'essaierai de vous mettre une petite carte. C'est des quartiers qui sont un petit peu plus, on va dire, classiques, que vous pouvez retrouver, enfin l'architecture en tout cas ressemble à beaucoup d'architecture d'autres villes en Allemagne, et l'Est en fait est très marqué puisque après la chute du mur il a été en fait investi par de nombreux squats, il y a énormément de graffiti, surtout à Friedrichshain, Prenzlauer et Kreuzberg est à l'ouest, mais je dirais que ouais, principalement Friedrichshain et Prenzlauer, c'est là où vous avez vraiment l'ambiance typiquement berlinoise. Alors je sais que Prenzlauer est beaucoup plus famille, un petit peu bobo. Friedrichshain c'est aussi très bobo, hipster, mais c'est là où vous avez beaucoup de clubs en fait. Vous avez notamment le Berghain qui est à Friedrichshain, vous avez un endroit qui est génial qui s'appelle le RAV, où en fait c'est une ancienne friche industrielle, où vous avez plein de street art, vous avez des bars, vous avez des clubs, il y a un skatepark. Il y a aussi une salle d'expo de street art en intérieur. C'est vraiment un endroit qui est super chouette. Et tout autour, en fait, vous avez le quartier de la Boxhagener Platz qui est génial. Vous avez un marché le dimanche, c'est très vivant, il y a beaucoup de restaurants dans cette partie de Berlin. Et puis vous avez voilà, du street art, j'essaie de vous mettre des photos pour que vous puissiez voir l'atmosphère. Donc c'est vraiment un super quartier, donc Friedrichshain, que je vous conseille. Moi j'habite à Prenzlauer, donc qui est au nord de Berlin, donc un petit peu au nord de Alexanderplatz. Et donc là on a un quartier qui est très beau aussi. Vous avez beaucoup de Altbau, donc c'est l'équivalent on va dire des bâtiments haussmanniens, mais c'est un peu moins chic quand même. Mais c'est vraiment les anciens bâtiments voilà, typiquement de Berlin. Il faut savoir que Prenzlauer a été très peu touché par la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez une architecture qui est vraiment ancienne, qui est assez belle. Et vous avez aussi un petit peu de street art, un petit peu moins qu'à Friedrichshain. Et là on est plus sur une atmosphère famille. Vous avez beaucoup de studios de yoga, de petits cafés vegan, puis beaucoup d'enfants, enfin voilà, c'est très familial. Très bobo, voilà, c'est un peu les beaux quartiers, des quartiers alternatifs on va dire. Voilà, moi c'est un quartier que j'aime beaucoup, donc je vous le recommande aussi. Et sinon vous avez plus au sud, donc cette fois à l'ouest, vous avez Kreuzberg, donc il y a un quartier beaucoup plus multiculturel. Là aussi il y a aussi beaucoup de street art, c'est un quartier où il y avait beaucoup de squats dans les années 70. Vu que c'est un quartier qui était très proche du mur de Berlin, pardon, il y avait beaucoup de squatters qui se sont installés, de personnes de milieux alternatifs. Et c'est un petit peu resté, donc vous avez un mix comme ça entre milieu alternatif et puis très cosmopolite. Vous avez beaucoup de personnes issues de l'immigration turque qui sont venues s'installer aussi là dans les années 70. Donc c'est un quartier qui est très sympa. Malheureusement il n'y a pas énormément de logements disponibles dans ce quartier qui s'est énormément gentrifié. C'est un quartier qui coûte assez cher maintenant, comme Friedrichshain et Prenzlauer, c'est des quartiers qui sont à la mode, donc qui coûtent plus cher que d'autres quartiers. Donc vous avez Neukölln qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme Kreuzberg, mais c'est plus au sud, c'est plus grand. Et là c'est un petit peu le même style d'atmosphère que Kreuzberg. Et après vous avez les quartiers plus à l'ouest que moi j'ai moins aimé. Donc vous avez Charlottenburg, vous avez Wedding et Schöneberg. Donc Schöneberg qui est un quartier historiquement gay. Et vous avez Charlottenburg qui est un quartier plus classique avec Wilmersdorf. Donc moi j'ai habité à Wilmersdorf pendant quelques mois, et là c'est un quartier qui est assez calme, très résidentiel, très familial aussi, mais plus classique en fait. Vous ne verrez pas de street art, de petits cafés à la mode et tout, c'est plus conventionnel on va dire. Et puis vous avez Wedding qui est un quartier qui est assez populaire, qui n'est pas très cher, donc qui peut être une bonne option parce qu'il est sur la U6 et vous avez la U8 si vous êtes à Gesundbrunnen. Donc c'est un quartier qui est assez bien desservi par les transports et qui ne coûte pas très cher, donc je peux aussi vous le conseiller. Voilà, on a fait un petit tour générique, j'espère que je n'ai rien oublié. Ensuite, comment trouver un appartement facilement? La bonne blague.
Alors, donc pour ceux qui habitent à Berlin, ou qui connaissent un petit peu Berlin, vous savez que c'est une galère pour trouver un logement. Donc je vais pas vous le cacher, c'est pas la chose la plus simple à trouver, surtout quand on arrive et qu'on n'a pas encore de contrat de travail, qu'on n'a pas vraiment de, voilà, de preuves, etc. Pour assurer le propriétaire. J'ai fait un article à ce sujet-là, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. En gros, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tous vos papiers, les papiers qui sont demandés. Donc pareil, je vous ai fait une liste dans mon article pour multiplier vos chances d'avoir le logement. Le mieux, c'est de réserver en fait une visite en privé avec le propriétaire si c'est possible. C'est vraiment l'idéal parce que si vous arrivez et qu'il y a, je sais pas, 20 personnes, 30 personnes, nous ça nous est déjà arrivé, c'est beaucoup plus difficile de se démarquer. Qu'est-ce qui nous avait aidé? Nous on avait fait un petit dossier, pareil, je l'ai mis dans l'article, où on s'était présenté, enfin voilà, pour faire quelque chose de plus personnel. Ça avait bien marché. Et puis après, c'est ne pas hésiter à s'éloigner un petit peu des quartiers, sans trop, enfin ceux que je vous ai dit précédemment. N'hésitez pas à vous éloigner un petit peu, à regarder quels sont les logements qui sont bien situés sur les transports en commun, même si c'est pas dans vos quartiers de prédilection, parce que vous aurez plus de chances aussi de décrocher ce logement, puisqu'il y aura peut-être un petit peu moins de concurrence. Voilà, et puis je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps. C'est vrai que ça peut être assez décourageant au début quand on fait des visites, qu'il y a 20-30 personnes, qu'on n'a pas de réponse, etc. Mais ça marche forcément à un moment donné. Donc je pense qu'il faut il faut vraiment faire confiance à ce facteur chance, persévérer. As-tu eu des difficultés à trouver un logement? Oui. Du coup, je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience. Nous, on est arrivé à Berlin fin 2017, donc je suis arrivée avec mon chéri. On n'avait pas d'emploi, on est arrivé vraiment comme ça, donc on avait réservé un Airbnb pour un mois. Donc on était chez un couple en fait, franco-italien, super sympa. Et finalement, on est resté un mois de plus. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de logement parce qu'on n'avait pas de travail. Et en fait, pour travailler, il me fallait une Anmeldung, enfin c'est un papier de la mairie. Je vais vous expliquer plus tard. Et on n'arrivait pas à avoir de logement qui fournissait ce papier, en fait. Donc on a tourné en rond pendant pas mal de temps. Et finalement, on a trouvé une sous-location avec qui fournissait ce papier de la mairie pour 6 mois, donc à Wilmersdorf. Donc entre-temps, on a vécu dans une espèce de Airbnb, coloc, un peu foireuse, bref, pour un mois, c'était dégueulasse en plus, bref. Mais bon, c'est les joies du déménagement à Berlin, n'est-ce pas? Et ensuite, on a déménagé donc à Wilmersdorf, donc chez une personne qui partait à l'étranger pendant 6 mois. Et ça nous a quand même laissé pas mal de temps, moi, pour trouver un emploi, et puis ensuite pour faire une autre recherche de logement. Et donc le logement dans lequel on est actuellement, on l'a trouvé en septembre 2018, donc ça faisait, vous voyez, on est arrivé en décembre 2017 à Berlin, donc on a mis quasiment 8-9 mois avant de trouver notre logement définitif. Ça peut aller beaucoup plus vite, c'est que voilà, du coup on avait une sous-loc assez longue. Donc voilà, donc on a un petit peu galéré, je vous le cache pas. Et ce logement là qu'on a eu, donc on l'a eu à Prenzlauer Berg, c'est un quartier que j'adore, donc je suis trop contente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les locataires qui cherchent, enfin en fait qui avaient mis l'annonce, ils cherchaient à vendre leurs meubles et nous on n'avait pas de meubles en fait, donc ça nous arrangeait de leur acheter tous leurs meubles. Eux aussi, donc ils ont fait passer notre dossier en premier à l'agence immobilière, et en fait c'est comme ça que c'est passé. Parce qu'à l'époque, moi j'avais un emploi à temps partiel, j'étais encore en période d'essai. Johnny, donc mon chéri, il démarrait une activité de freelance, donc il avait pas de bilan, enfin voilà, il avait aucun chiffre à donner. Donc on n'avait pas le dossier le plus facile, et pourtant c'est quand même passé. Donc comme quoi tout est possible. Alors on me demande, est-ce que c'est faisable de trouver du boulot ou ça dépend des secteurs? Alors c'est vrai que pendant longtemps, Berlin c'était pas du tout un hub pour trouver du boulot, mais ces 10-20 dernières années, il y a énormément de startups numériques qui se sont installées. Et notamment en fait, vous avez donc ces startups qui sont des grandes entreprises qui ont installé leur bureau de customer service, enfin de service client. Et en fait ils ont fait ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expats à Berlin, de gens qui viennent du monde entier, et donc du coup c'est bien plus facile de recruter des gens pour un service client, je sais pas, espagnol, français, italien, etc. Parce qu'il y a de la main d'œuvre, donc il y a énormément d'offres d'emploi dans ce secteur. Et après pour le reste,
Donc moi je travaille dans la rédaction web et dans tout ce qui est communication digitale. Il y a beaucoup d'offres en marketing digital, ça explose. En informatique, je trouve qu'il y a aussi pas mal de boulot, mais ça je pense que c'est un peu partout dans le monde. Et après je vous avoue que je connais pas forcément les secteurs qui marchent. Bon, en temps de non-crise sanitaire, il y a aussi beaucoup de boulot dans la restauration et l'hôtellerie. J'ai notamment travaillé là-dedans et c'est vrai que c'est assez facile de trouver du boulot, même sans parler allemand. Beaucoup mieux. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, pour les secteurs d'emploi, j'essaie de trouver des secteurs, mais vraiment, je pense que le online marketing c'est vraiment ce qui est le plus recherché. Il y a beaucoup de trucs en recherche aussi, beaucoup de gens qui viennent pour faire des PhD, des doctorats, etc. Mais là, du coup, il faut parler soit allemand, soit anglais. Et je pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais rien. Les possibilités de travail en tant que français. Bah écoutez, moi je suis rédactrice web en français. Donc bien évidemment avec les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, je travaillais en anglais. Donc j'ai travaillé pour une agence de marketing et j'ai travaillé pour une entreprise, une grande entreprise. Et dans les deux cas j'ai été rédactrice web français, donc pour le marché français. J'ai toujours trouvé du boulot et assez rapidement. Donc il y a de la demande en fait, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui s'installent à Berlin qui s'internationalisent et qui recherchent de la main d'œuvre étrangère pour justement entrer dans ces nouveaux marchés. Et en fait la France, avec le marché anglo-saxon, c'est en général le deuxième marché qui entre, tout simplement parce que les Allemands veulent entrer sur le marché suisse, donc le marché germano-suisse, et ensuite le deuxième marché qui arrive c'est le marché franco-suisse. Je sais que ça m'est arrivé souvent de travailler pour des clients qui en fait voulaient développer leur site en France, enfin en Suisse quoi, dans la Suisse française, pardon, parce que je sais que la Suisse n'est pas la France. Je ne veux pas faire l'erreur. Mais voilà, vous m'avez comprise, donc c'est vrai que en tant que Français, on a quand même cet atout. Après, en tant que Français, peut-être dans certains restaurants français, mais dans tous les cas, il faudra parler un minimum allemand. Peut-être pour donner des cours de français, mais ça, je sais pas. Je vous avoue qu'en tant que Français, après, il y a certains VIE, donc c'est du volontariat international, qui peuvent demander pareil des postes en français et certains échanges, je sais que notamment l'OFAGE, c'est l'Office français allemand de la jeunesse, vous pouvez avoir des postes mais c'est bilingue en général. As-tu trouvé un travail vite sur place ou l'avais-tu avant de partir? Alors non, comme je vous l'ai dit, en fait nous on est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe en Allemagne. Moi j'avais très envie de venir vivre à Berlin, je rentrais de 1 an d'expatriation en Angleterre et j'avais toujours rêvé de venir à Berlin, c'était un gros coup de cœur et voilà, et je savais que ça allait être beaucoup plus long si je postulais à distance, donc je me suis dit allez c'est bon, on y va, on met les deux pieds dans le plat. Donc on est arrivé comme ça, sans emploi. Moi j'ai pris 4 mois de cours à temps plein d'allemand, je voulais vraiment perfectionner mon allemand avant de commencer à chercher du boulot. Donc du coup ouais, je suis arrivée comme ça et j'ai trouvé un travail en à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est quand même assez rapide, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidatures, il y a beaucoup de compétition, donc on se prend beaucoup de vent, mais il y a aussi beaucoup d'offres, donc voilà, dans le tas, je trouve que c'est quand même largement possible de trouver un boulot une fois sur place, et je pense que c'est beaucoup plus simple parce que du coup vous êtes disponible, vous avez une adresse, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple pour le recruteur d'embaucher quelqu'un qui est déjà sur place. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous branche, moi je vous le conseille, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Donc on a terminé la partie emploi, nous allons passer à la partie qui n'est pas un petit sujet. Alors, est-ce facile d'accès si on ne parle pas allemand? Alors oui, clairement, parce que je ne parle pas beaucoup allemand. Vous pouvez complètement vous débrouiller à Berlin en ne parlant que quelques mots d'allemand. Bien évidemment, je vous conseille quand même d'avoir une base, je sais pas, ne serait-ce que pour commander au restaurant, pour demander un conseil dans un supermarché ou voilà, ce genre de choses. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez travailler dans des entreprises anglophones, même allemandes, mais qui sont anglophones. C'est un milieu qui est très international à Berlin, et avoir des amis voilà, anglophones, moi c'est mon cas. Et du coup, si vous voulez prendre des cours d'allemand sur place pour après vous perfectionner, allez-y, enfin vraiment vous n'avez pas besoin d'être bilingue ou d'avoir un super niveau d'allemand pour pouvoir trouver un travail, trouver un logement et vous intégrer à Berlin. Est-ce que les démarches administratives
sont un enfer si on ne parle pas la langue. Alors je rigole parce que je suis en plein dedans. Oui, c'est compliqué. De toute façon, l'administratif, c'est jamais très simple. Déjà, en français, c'est pas le truc le plus simple et le plus fun du monde. Mais en plus, quand c'est dans une langue qui est étrangère, forcément, ça rajoute une charge mentale. En plus, en Allemagne, ils sont très courriers postaux. Donc, en général, moi, quand je dois traduire, il faut que je retape tout dans un traducteur. Donc, c'est très chiant. Je peux pas faire de copier-coller, du coup, vu qu'ils envoient tout par courrier. Bref, et puis, c'est des termes qui sont spécifiques, qui sont techniques. Et il y a aussi le fait que culturellement... tout ce qui est démarche administrative, en Allemagne ça fonctionne pas tout à fait comme en France. Donc il faut aussi comprendre ce nouveau système en fait. Il y a une vraie barrière qui est culturelle aussi par rapport à ça. Et la barrière de la langue en rajoute en plus. Et sachant que vous pouvez parler anglais à peu près partout à Berlin, sauf dans les administrations. Vraiment c'est le seul endroit que vous alliez à la mairie, au bureau des impôts, n'importe quoi. En fait les employés de bureau vous répondront forcément en allemand. Certains acceptent que vous leur parliez en anglais, mais ça dépend vraiment des personnes. Donc là, c'est très important d'avoir quand même une base en allemand pour se débrouiller. Les démarches de base pour l'administration. Alors je dirais que la démarche de base, c'est d'avoir ce qu'on appelle une Anmeldung. Donc une Anmeldung, c'est un papier de la mairie qui est délivré et qui prouve en fait que vous habitez bien à Berlin, en Allemagne. Et en fait, ce papier, il est crucial parce que c'est grâce à ce papier que vous allez pouvoir obtenir votre numéro d'imposition. Enfin, ça s'appelle, je crois que c'est Identifikationsnummer. Et en fait, sans l'Anmeldung, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc ce qui fait que si vous trouvez du boulot, vous allez être taxé au maximum. En gros, il vous faut ce numéro. Donc c'est pour ça que l'Anmeldung est super importante à avoir. C'est pour ça que quand vous cherchez un logement, il faut toujours bien demander si c'est possible d'avoir une Anmeldung, surtout pour une sous-location. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sous-louent le logement, sauf qu'en fait cette Anmeldung, quand vous sous-louez, c'est le propriétaire qui doit la signer et pas la personne qui vous sous-loue l'appartement, pas le locataire. Donc c'est une loi qui est sortie il y a quelques années parce qu'il y avait des abus en fait. Et en fait quand vous arrivez à Berlin et que vous n'avez pas d'emploi, souvent il n'y aura que les sous-locations qui vous seront accessibles puisqu'il y a moins de papier qui est demandé. Mais en contrepartie, en général, vous n'avez pas le droit d'avoir cette Anmeldung et du coup ça va vous bloquer dans vos démarches. Donc il faut systématiquement demander une Anmeldung. Donc ça c'est vraiment le papier de base avec cette identification de Nummer. Et après, pour ce qui est administration, une fois que vous aurez trouvé un emploi, ils vont normalement vous proposer d'adhérer à leur... en fait, ils vous conseillent une assurance santé. Donc en Allemagne, vous avez des assurances santé publiques et privées. Dans tous les cas, il faut que vous soyez assuré en Allemagne. Je crois que les 6 premiers mois, vous pouvez utiliser votre carte d'assurance européenne. Mais je vous conseille très vite de basculer. Voilà, dès que vous avez un emploi, de toute façon, on va vous proposer d'adhérer à l'assurance auquel l'entreprise, normalement, elle doit être partenaire d'une assurance. Bref, moi, je suis chez la TK, par exemple. C'est l'une des assurances publiques les plus connues en Allemagne. Et si vous êtes indépendant, là, il va falloir que vous assuriez aussi vous-même. Pardon, je bug. Et vous pouvez vous assurer dans le privé et dans le public, mais je crois que c'est plus compliqué dans le public. Mais dans tous les cas, il faut absolument que vous soyez assuré, donc ça c'est nos démarches à penser. Et sinon, je crois que c'est tout. L'anglais et le français sont suffisants ou il faut avoir un bon niveau d'allemand? Alors c'est ce que je disais en fait, vous pouvez totalement trouver du boulot, vous faire des amis, en restant dans un cercle international. Il y a énormément d'étrangers, c'est ce que je trouve génial à Berlin, vous avez des gens du monde entier. Et c'est vrai que bien souvent l'anglais est utilisé parce que c'est la langue que tout le monde parle. Après je vous cache pas que après plus de 3 ans à Berlin, j'aimerais avoir un meilleur niveau pour pouvoir par exemple regarder des séries plus facilement. C'est toujours un peu galère pour moi de suivre des séries en allemand. Pour accéder même à l'actualité, c'est encore compliqué pour moi de lire des articles de journaux, il manque beaucoup de vocabulaire. Donc il y a tout un pan comme ça culturel auquel vous êtes coupé quand vous parlez pas allemand. Et puis du coup aussi tous les gens qui sont pas forcément dans ce milieu anglophone, même s'il y en a beaucoup à Berlin, c'est pas tous les Allemands qui parlent anglais. Donc c'est vrai que je pense que pour s'intégrer de manière plus complète et surtout sur le long terme, parce que c'est vraiment sur le long terme qu'on se rend compte qu'on en a besoin, c'est super important, notamment pour tout ce qui est démarches administratives, mais aussi pour vraiment, je pense, se sentir ancré, se sentir intégré dans cette ville, c'est vraiment quelque chose qui est important, sachant que le piège en fait, c'est que quand vous allez arriver, vous allez pouvoir vous débrouiller avec uniquement l'anglais, et puis il y a aussi beaucoup de français, donc
vous recréez un cercle comme ça d'amis francophones et c'est génial. Mais c'est vrai que je trouve qu'à un moment donné on arrive à une espèce de plafond de verre comme ça où du coup on se rend compte que sans l'allemand on peut pas aller plus loin dans l'intégration, dans son intégration et du coup il y a comme un blocage et voilà, je trouve ça un peu dommage, mais c'est vrai que se dire bon bah je vais aller à Berlin et puis je parlerai allemand, non ça se fait pas aussi facilement que dans d'autres pays parce que c'est une ville qui est très internationale. Est-il facile de s'intégrer avec les locaux? Alors moi je trouve pas. Mais encore une fois, je pense que si vous parlez allemand couramment, que dans votre travail vous côtoyez des Allemands, des locaux on va dire, ce sera beaucoup plus simple. Moi je sais que je travaille dans un milieu international, là maintenant je travaille à mon compte, donc je travaille de la maison. J'ai déjà un cercle d'amis qui n'est pas composé de locaux, donc je trouve que c'est plus compliqué, mais de manière générale, pour avoir aussi vécu en Angleterre et du coup avec un local, puisque mon chéri est anglais, là je ne côtoyais que des locaux qui étaient donc les amis de mon chéri. C'est vrai qu'il y avait un petit fossé culturel en fait, c'est pas super facile d'être avec des locaux dans le sens où eux ils sont chez eux, dans leur zone de confort, dans leur pays, et puis vous êtes dans une situation qui est beaucoup plus différente, donc autant parler avec eux il n'y a aucun problème, mais s'intégrer avec eux, rentrer dans leur groupe d'amis, je trouve que de manière générale c'est quelque chose qui est assez difficile tout simplement parce que ces personnes-là ont déjà leurs amis, leur famille sur place, ils sont dans leur zone de confort, vous êtes dans une situation qui est complètement différente. Je pense pas que ce soit spécifique à Berlin, c'est plus de manière générale. Je trouve que c'est pas forcément facile de s'intégrer avec des locaux quand on va vivre quelque part. Et quand je dis s'intégrer, c'est vraiment rentrer dans leur groupe d'amis, être accepté, c'est pas juste voilà, avoir quelques discussions, quelques connaissances comme ça. Si c'est ça la question, oui c'est assez facile de parler avec des locaux à Berlin, les gens sont quand même très gentils, même s'ils paraissent bourrus au premier abord. C'est vrai que le berlinois n'est pas très souriant, hein. Enfin, si vous allez à Berlin, vous allez vite vous en rendre compte. Pardon. J'avais toujours beaucoup de questions quand je rencontre des berlinois sur le Berlin d'avant, etc. J'ai trouvé que les berlinois voilà, racontent ça avec, je sais pas, honnêteté. Enfin voilà, j'ai jamais eu personne qui m'a envoyé balader ou voilà, donc c'est possible, mais après pour s'intégrer avec eux, plus compliqué. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais bref. Y a-t-il des aides ou des allocations spéciales pour les expatriés français? Je ne pense pas. Tout simplement. Alors, après ça dépend ce que veut dire le terme expat, puisque si c'est expat au sens propre, c'est-à-dire que vous êtes détaché par votre entreprise en Allemagne, j'imagine qu'il doit y avoir des... Je sais pas, peut-être que l'entreprise dédommage ou quoi, mais si vous êtes juste immigré en fait, non, pas spécialement, vu qu'on est dans l'Union Européenne, il n'y a pas besoin de visa, etc. On peut venir quand on veut, comme si on déménageait dans une autre ville de France, sauf qu'on est en Allemagne. Donc il n'y a pas non plus d'aide spécifique. Si vous êtes au chômage en France, je crois que vous pouvez prolonger votre chômage de 3 mois quand vous déménagez à l'étranger, mais ça c'est pas spécifique à l'Allemagne. Et sinon je sais qu'il y a, ce que je vous disais pour les jeunes, il y a l'OFAGE. Si vous voulez trouver, je sais pas, genre un stage ou un truc comme ça, il y a des partenariats comme ça. Mais après, je pense pas qu'il y ait d'aide particulière pour les expats. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à mettre ça, enfin à commenter pour expliquer, mais il me semble pas qu'il y ait d'aide particulière pour les Français qui s'installent en Allemagne. Comment survivre au manque de soleil pendant la pandémie? That's a good question. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que le soleil, c'est un petit peu ce qui manque à peu près 6 mois dans l'année à Berlin. Quand il fait beau, il fait très beau, c'est ça l'avantage. Mais là, vous voyez, on est au mois d'avril et il y a neigé il y a quelques heures. Donc c'est compliqué et en période de crise sanitaire, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la vitamine D. Je pense que c'est le truc que toute personne qui débarque à Berlin fait. Je vous le conseille. Mais je vous avoue que moi, c'est pas trop mon délire. J'oublie souvent de prendre mes pilules et tout, donc je vais pas pouvoir faire de retour sur ça. Et je vous avoue que moi la seule solution que j'ai trouvée c'est de travailler en tant que freelance pour pouvoir partir au soleil l'hiver, parce que l'hiver berlinois est vraiment... En fait c'est pas qu'il fait froid, c'est qu'il fait très gris, il fait moche, on a l'impression que le ciel va me tomber sur la tête comme ça et en fait c'est ça, il ferait vraiment froid avec de la neige, ce serait trop bien, sauf qu'en fait il fait juste gris, il va faire entre 0 et 5 degrés et au mois de décembre il fait nuit à 4h30, enfin voilà. C'est ça qui est difficile en fait, je trouve, et je n'ai pas encore trouvé de remède à ça. S'il fut un temps, j'allais dans une salle de sport où il y avait un sauna, et ouais, c'était un sauna, et ça me faisait un bien fou d'aller me réchauffer dans ce sauna. Donc si vous pouvez aller faire des saunas, bon en ce moment
Non, c'est pas une bonne idée puisqu'avec la pandémie c'est fermé. Je dis des bêtises. Donc je n'ai vraiment pas de solution. Je sais que certaines personnes avaient testé, comment ça s'appelle, les lumières, la luminothérapie. Je ne l'ai pas fait. Moi personnellement je pense qu'il n'y a rien de vrai que le vrai soleil. Donc je vous conseillerais d'être à votre compte et de vous barrer l'hiver. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et enfin on va finir par une question sur les courses. Faire ses courses c'est pas si peu cher à Berlin, surtout le bio, tu en penses quoi? Et ben c'est marrant, moi je trouve que c'est pas très cher de faire les courses à Berlin, je trouve qu'il y a énormément de supermarchés, voilà, vous avez Lidl, Aldi qui sont vraiment pas chers du tout. Et vous avez aussi beaucoup de supermarchés bio. D'ailleurs à Prenzlauer Berg vous avez l'un des plus grands supermarchés d'Europe, je crois que c'est le LPG à Zennefer-de-Platz, bref, trop bien. Il y a beaucoup d'options bio et de supermarchés bio, je crois qu'en France c'est la même chose maintenant. Et j'ai pas remarqué, c'est vrai que ça coûte plus cher que dans des supermarchés classiques, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de choix, j'ai pas remarqué. Je trouve que c'est assez équivalent à la France, mais encore une fois peut-être que je me trompe, j'ai pas fait attention. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de choix, enfin il y a un choix énorme dans tout ce qui est nourriture bio et puis de manière générale dans le bio. À Berlin ça c'est un bonheur, tout ce qui est végétarien aussi, même dans les restaurants vous avez beaucoup d'options végétariennes, enfin là je vais sur autre chose mais je trouve que ouais de manière générale tout ce qui est nourriture à Berlin, enfin il y a beaucoup de choix et c'est pas énormément cher. Et je trouve pas que dans les supermarchés ce soit très cher, même dans le bio, même si c'est plus cher évidemment que dans un supermarché classique, mais c'est comme en France. Donc je pense que nous allons finir cette petite vidéo sur cette note. Écoutez, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à mettre sur la vie à Berlin, sur vous, votre expérience de la vie à Berlin, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ah oui, et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos mon article sur les 5 commandements du nouvel arrivant à Berlin. Je vais aussi mettre un article sur comment trouver un logement à Berlin. Je pense que ça pourra vous aider. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. Et sur ce, je vous dis tchuss, à plus tard.